Mes chers amis, comme nous avons des militaires parmi nous, nous allons commencer à l'heure. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une conférence. Je dis bonjour aussi à tous ceux qui sont connectés, parce que je les oublie un peu, mais nous sommes nombreux maintenant, grâce à ce système, entre les présentiels et les distanciels, on arrive à augmenter notre audience. Alors ce soir, nous allons parler de l'énergie. L'énergie est un sujet qu'on aborde assez régulièrement dans ces conférences. C'est quand même un sujet essentiel, depuis qu'il y a environ 1 million d'années, l'homme a découvert le feu, l'utilisation du feu. 500 000 ans. 500 000 ans. Donc, je n'ai pas les dernières. Ça reste un sujet important quand même. Tout à fait. L'histoire de la maîtrise de l'énergie et l'histoire de l'humanité sont quand même assez intimement liées. Depuis moins longtemps que ça, l'homme a aussi découvert que la consommation d'énergie pouvait avoir un impact sur l'environnement. Il fallait découvrir cette attaque. Et c'est un sujet compliqué, puisqu'il y a à peu près 200 pays sur Terre. Il n'y a pas de gouvernance mondiale. Et chaque pays a des contraintes, des intérêts, des besoins qui sont différents. Donc faire adopter des solutions communes par tous ces pays, c'est un peu une gageure. Et c'est le sujet dont va nous parler notre conférencier. Alors, juste avant de vous le présenter, je remercie André qui est là, qui nous a procuré cette conférence. Il faut que je vous remercie avant, comme ça, on est tranquille. Notre conférencier est donc M. Philippe Charlez, qui est donc, alors je ne me trompe pas, ingénieur des mines de l'école polytechnique de Mons, en Belgique, docteur en physique de l'Institut de physique du Globe de Paris, expert international, il est auteur de nombreux ouvrages, il est enseignant, il est éditorialiste, et directeur de l'Observatoire Énergie et Climat de l'Institut Sapiens. Je pense qu'il est particulièrement qualifié pour nous parler du sujet, et je lui passe la parole. Vous avez donc 3 quarts d'heure, à peu près. Moins que ça, si vous voulez, plus s'il faut, mais pas trop plus. Si non, mais ça sera pas plus. Écoutez, d'abord, bonjour à tous, et puis merci de m'accueillir ici. D'abord, je vous préviens que c'est une présentation très disruptive, donc qui risque peut-être d'en choquer certains, mais bon, je l'assumerai. La première chose, c'est donc quand même de présenter l'Institut. Donc, l'Institut Sapiens, c'est un think tank qui est plutôt d'obédience libérale, qui est dirigé par Olivier Babot, vous connaissez peut-être, qui est assez connu dans les médias. Alors, c'est un think tank qui n'est pas du tout dédié à l'énergie, il est dédié à l'ensemble des grandes problématiques de société. Il est organisé autour de thématiques qu'on appelle des observatoires. Et donc, vous avez un observatoire santé, vous avez un observatoire fiscalité, et moi donc je dirige un observatoire énergie-climat. Et donc l'Institut Sapiens a publié fin janvier, en prévision des élections européennes, ce petit livre qui est en fait un rapport sous forme d'un livre. Alors on l'a édité sur Amazon, c'est absolument exceptionnel, pas de libraire, pas d'éditeur. Vous avez sur Amazon tout pour éditer un bouquin. Si vous voulez vous improviser auteur demain sur Amazon, ça marche, c'est extraordinaire. Les bouquins sont édités au jour le jour quand vous les commandez. J'ai remis mon manuscrit le 30 janvier et le 1er février, j'ai commandé des bouquins juste quand je l'ai édité. 1er février, j'avais les 15 bouquins que j'avais commandés. Donc ce que je veux dire, c'est que la logistique d'Amazon, mais après je m'arrêterai, reste quand même une chose d'assez exceptionnelle. Et donc, le titre, la transition énergétique est-elle soutenable? Donc, je ne suis pas... c'est moi qui ai dirigé l'étude, mais vous avez ici les différents contributeurs. Ce sont François Henneman, qui est un ancien cadre dirigeant d'EDF et de GDF, Pierre Coindreau, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, mais qui a plutôt fait sa carrière dans le financement public, et enfin Vincent Houard, qui est ingénieur nucléaire à EDF. Et donc, en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est le titre, est-ce que la transition énergétique, telle qu'on l'entrevoit aujourd'hui, est soutenable ou pas? Je vais vous parler de l'accord de Paris et puis du pacte vert européen, et je vous parlerai aussi un petit peu de notre vision du mix énergétique français à l'horizon 2050. La première chose, c'est un constat, c'est le réchauffement climatique est en marche et la décarbonation qui est en panne. Vous voyez, je commence mal. Donc le réchauffement climatique est en marche, mais la décarbonation est en panne.
puisque vous avez ici, depuis 2000, l'évolution de la consommation d'énergie, donc consommation en pétawattheure. On est aujourd'hui à peu près un peu plus de 160 pétawattheures de consommation d'énergie. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le début du siècle, on continue d'augmenter de façon significative la consommation d'énergie. Et on est passé donc, vous voyez, de 110 à peu près à 160 pétawattheures, mais surtout, c'est que cette croissance de la consommation d'énergie provient exclusivement des pays émergents. On voit en effet qu'au niveau de l'OCDE, c'est assez flat et même ça baisse un petit peu. Alors, vous avez ici deux petits creux. Le premier, c'est la crise des subprimes en 2009 et le deuxième, c'est la pandémie en 2020. Et surtout, c'est que la proportion d'énergie fossile reste quasiment constante. Alors moi, je suis retraité depuis le 1er février de cette année. J'ai fait toute ma carrière chez Total Energy. Quand je suis rentré en 1982 chez Total Energy, la proportion de fossiles dans le mix énergétique mondial était de 87%, et aujourd'hui, il est de 82%. Donc, c'est quand même des chiffres très marquants qui vous montrent la difficulté avec laquelle on a décarboné aujourd'hui. Et puis, pas perdre de vue que c'est 87% et aujourd'hui 82% d'une consommation qui a beaucoup augmenté. Donc, ça veut dire que la consommation d'énergie fossile a continué d'augmenter considérablement, non seulement depuis 1982, mais depuis le début du siècle et même au cours des dernières années. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les émissions mondiales continuent d'augmenter. Elles ont augmenté de 64% depuis le début du siècle. Et essentiellement, on le voit ici, et ce n'est pas étonnant, c'est que l'augmentation est due exclusivement aux pays émergents. On voit que les émissions de l'OCDE ont baissé un tout petit peu, elles sont à peu près flat et baissé un tout petit peu. Et par contre, quand on regarde l'Europe, alors elle a fait beaucoup de progrès, puisque depuis 2000, elle a baissé ses émissions d'environ 30%. 30% entre 2000 et 2023. Alors la baisse de ces émissions a deux sources. D'abord, une certaine vertu carbone, si j'ose dire. Et puis, il ne faut pas l'oublier aussi, un certain effet de délocalisation, puisqu'à partir du moment où vous baissez, comme la France, votre industrie d'à peu près un peu plus de 20% du PIB à 10% du PIB entre le début du siècle et maintenant, vous exportez évidemment des émissions que vous réimportez ensuite. Là, je parle d'émissions territoriales. Pour l'instant, je ne parle pas d'empreinte carbone. Donc, un constat aujourd'hui indéniable, c'est qu'effectivement, la décarbonation est en panne. Ça fait 10 ans que les accords de Paris ont été votés et on ne voit toujours pas de baisse de la consommation de fossiles et des émissions de carbone, sachant que, comme je vous l'ai montré, elles viennent à 100%, l'accroissement vient à 100% des pays émergents. Les pays émergents représentent à peu près aujourd'hui, pour faire simple, les 2/3 des émissions territoriales et l'OCDE 1/3 des émissions territoriales. Alors on va faire maintenant une extrapolation. Alors autant ce que je vous ai montré là est indiscutable, autant l'interpolation peut effectivement être discutable. Et donc, la première conclusion que je vais en tirer, c'est que les accords de Paris aujourd'hui, et ça c'est même plus une discussion, est devenue absolument obsolète. C'est-à-dire les 1,5 degrés et les 2 degrés sont absolument l'un et l'autre hors de portée. Alors le discours politique continue aujourd'hui à dire et à parler « il faut faire ci, il faut faire ça pour respecter les accords de Paris », mais on sait dans les milieux avertis comme ici que c'est absolument inaccessible. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, alors c'est Samuel Furfari qui dit « l'énergie c'est la vie », là j'ai dit « le développement c'est l'énergie ». Donc c'est-à-dire qu'incontestablement, pour se développer, il faut de l'énergie. Et donc on va partir de ce graphe qui est très intéressant. Donc ça c'est l'IDH, c'est l'indice de développement humain en fonction de la consommation d'énergie par habitant. Et on voit donc chaque point représente un point de la planète et ce sont les points en 2022. Ce qu'on voit, c'est que quand la consommation d'énergie croît, on se développe jusqu'à un certain point où on atteint un plateau, c'est une forme logarithmique qui est assez classique. Et ce qu'on voit, c'est que pour à peu près accéder à un développement, disons le développement des pays de l'OCDE, il faut un peu plus aux environs de 30 MWh par habitant. Alors c'est un chiffre qu'on retrouve même dans les rapports du GIEC. Donc c'est un chiffre qui est assez
reconnue et acceptée aujourd'hui. Ne pas oublier également qu'en 2050, aujourd'hui, les émergents représentent à peu près 80% de la population mondiale. Hein, on est sur 6,5, 1,5, et qu'en 2050, selon les extrapolations du schéma médian de l'ONU, on sera à 90-10, donc c'est à peu près 1 milliard d'OCDE et 9 milliards d'émergents. Alors, on va essayer d'extrapoler d'abord l'énergie. Ben, ce qu'on voit, c'est que si on suit les trends, oui, alors très important, c'est qu'aujourd'hui, l'OCDE est à peu près à 45 MWh par habitant et on est 15 chez les émergents. Donc les émergents qui veulent continuer à se développer n'atteindront pas le seuil de 30, ça paraît pas réaliste, et vont continuer à augmenter leur consommation d'énergie individuelle. Et donc j'ai fait ça c'est moi qui ai fait les extrapolations, et disons qu'on peut imaginer qu'en 2050, on va arriver aux environs de 20, 22, 23. Mais sur 9 milliards d'individus, quant à l'OCDE, elle va baisser, continuer à baisser pour descendre en dessous de 40. Donc on va dire qu'entre 30 et 40, on est bien, on est optimisé en termes de développement et en termes de consommation. Bon, il y a des pays de l'OCDE qui ont encore beaucoup d'efforts à faire. Hein. La France, on est à peu près à 38, donc on est, disons, on a déjà fait notre optimisation. Et si on descend trop, ben à ce moment-là, on commence à plonger dans le sous-développement, ce qui n'est quand même pas disons, le souhait. Enfin, si on prend les États-Unis, ils sont à 70, l'Australie est à 80, l'Abu Dhabi est à 120. Donc vous voyez qu'il y a quand même des pays qui ont encore des efforts à faire en réduction de la consommation d'énergie. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à cause de l'effet démographique, la réduction de la consommation d'énergie des pays de l'OCDE n'est pas suffisante pour compenser l'augmentation de la consommation d'énergie avec une volonté de développement qui est bien légitime, hein, des pays émergents. Et donc ce qu'on voit, c'est que si je traduis ça en énergie primaire, en multipliant par la démographie, on est aujourd'hui à peu près à 160 pétawattheures, 170 pétawattheures de consommation d'énergie mondiale, et on va passer à 220, 230, 240 à l'horizon 2050. Donc il ne faut pas espérer, compte tenu des volontés de développement des pays émergents, que la quantité d'énergie mondiale consommée va baisser. Après, on va passer à l'empreinte carbone, donc c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'intensité carbone, donc c'est-à-dire c'est la quantité de CO2 par mégawattheure, hein, ça s'exprime en kilos de CO2 par mégawattheure, et on fait le même exercice. Donc c'est-à-dire qu'on regarde les émergents et les pays de l'OCDE, et donc là j'ai suivi une trajectoire de décarbonation que j'estimais raisonnable pour les pays de l'OCDE. Donc vous voyez des pays de l'OCDE qui vont accéder à une empreinte carbone, une intensité carbone qui ne va pas être nulle, qui va être l'ordre de 20 à 30 kilos de CO2 par mégawattheure, mais en fait qui est fortement décarboné. Et puis des émergents dont il ne faut pas rêver, qui ne peuvent pas se décarboner à la même vitesse, tout simplement parce que les fossiles coûtent bien évidemment beaucoup moins cher que du nucléaire ou bien des renouvelables à l'heure actuelle. On peut espérer quand même que les émergents se décarbonent. Et puis si de nouveau je multiplie ça par la consommation d'énergie qui elle-même a tenu compte de la démographie, j'en arrive à la conclusion malheureusement implacable que là vous avez donc les émissions à l'horizon 2050, et ce qu'on voit c'est qu'elles vont continuer à augmenter, voire se stabiliser, et qu'on voit donc mal comment les émissions qui sont aujourd'hui de 35 milliards de tonnes par an de CO2 pourraient fortement réduire. Et surtout, vous voyez ici le trajet des accords de Paris que demanderaient les 1,5 degrés. On voit qu'ils sont complètement inaccessibles puisque ça demanderait aux émergents de faire les mêmes efforts que les pays de l'OCDE. Mais on voit aussi que les efforts des pays de l'OCDE ne peuvent pas compenser, à cause de nouveau de la démographie, les pays émergents. Et donc ma conclusion, c'est que nous fonçons allègrement vers un monde à 2,7 degrés. On a beau faire tout ce qu'on veut, sauter comme des cabris, c'est ce qui se passera. Donc c'est ma première conclusion disruptive, c'est que non seulement les accords de Paris sont complètement obsolètes et doivent être renégociés, si j'ose dire, mais incontestablement nous fonçons vers un monde à 2,7 degrés. Alors c'est celui qui est prévu
par le schéma qui s'appelle STEP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de l'Agence internationale de l'énergie. Donc ce qu'on appelle, c'est en fait les politiques publiques décidées et extrapolées à 2050. Moi je dis que le schéma de l'AIE qui s'appelle le Net Zero Emission a une grande vertu, c'est de démontrer que c'est absolument impossible. Alors les accords de Paris sont devenus inaccessibles, pourquoi ? Première raison dont je vous ai dit, c'est la volonté de développement des pays émergents, c'est incontestablement la première raison. Mais il y en a deux autres. La deuxième, c'est que nous sommes sortis aujourd'hui d'un monde multilatéraliste dont on aurait pu avoir l'espoir. Après la chute du mur de Berlin, on avait l'impression d'un monde assez multilatéraliste qui s'était installé. Donc multilatéraliste, ça veut dire que tout le monde se donnait la main, ce qui évidemment est favorable à une transition énergétique mondiale, comme vous l'avez dit en introduction. Même si les pays restent individuels, on avait l'impression, encore durant la COP21, que tous les pays étaient prêts à avancer vers un destin commun de décarbonation. Et malheureusement, je ne suis pas sans vous dire que nous avons réévolué à nouveau vers une logique de blocs, avec 3 blocs principaux, l'Europe, les BRICS et les États-Unis. Et évidemment, on ne sait pas encore, là j'ai mis le visage de Trump sur les États-Unis, on ne sait pas s'il va être réélu, mais s'il est réélu, ça n'ira pas, sauf changement de comportement inédit. Alors vous allez me dire qu'avec lui, les changements de comportement, on ne peut jamais savoir, mais enfin j'ai quand même des doutes, ça n'ira pas dans le bon sens. Et vous avez une troisième raison, alors qui d'ailleurs a été abordée lors d'une séance que nous avions eue ici il y a quelques mois, c'est qu'aujourd'hui, la décarbonation, notamment dans les pays européens, c'est-à-dire le business vert, est en grande difficulté. Alors pour 2 grandes raisons. La première, c'est la hausse du coût des matières premières, et la deuxième, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des taux des ROI qui peuvent être parfois inférieurs à 3%, donc c'est-à-dire que les banques ne prêtent plus, et ce business est devenu presque dépendant à 100% des fonds publics. Or, je ne suis pas sans vous cacher non plus que les États sont légèrement endettés en Europe, et que donc les fonds publics, malheureusement, ne tomberont pas du ciel comme on peut l'imaginer. Et que donc, c'était un peu d'ailleurs les 2 conclusions qui avaient été, c'était par Marin, voilà. Il avait dit que beaucoup de petits allaient faire faillite et qu'on allait vers une massification du business vert avec des fusions-acquisitions. Et deuxièmement, qu'il y avait une réorientation des grands. Donc on sait qu'aujourd'hui, ExxonMobil et Chevron réinvestissent dans les fossiles. On sait que BP et Shell, qui avaient beaucoup investi dans les renouvelables, désinvestissent des renouvelables, notamment influencés par les caisses de retraite américaines qui veulent du rendement et qui ont beaucoup de participation dans les compagnies pétrolières. Et donc, on devrait assister au cours des prochaines années à une baisse de la puissance installée, notamment en matière de renouvelables. Alors d'ailleurs, le business vert n'est pas en difficulté qu'au niveau de l'énergie, on le voit aussi en difficulté au niveau, je vais dire, des vecteurs de décarbonation, que sont les voitures électriques, qu'est l'hydrogène, sont aussi même les pompes à chaleur, où effectivement c'est un business qui souffre énormément. On sait que Tesla a licencié 10% de son personnel, et on sait qu'aujourd'hui, à Anvers, vous avez une pluie de voitures électriques chinoises qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui. Donc ce business est en grande difficulté. Évidemment, ça ne va pas non plus dans le sens de l'histoire. Et pourtant, l'Europe continue d'enfoncer le clou, ignorant complètement tous ces indicateurs, avec son fameux pacte vert, que vous allez voir, j'ai transformé en pacte des 4I. Alors, que veut faire l'Europe ? Elle veut réduire ses émissions de 55% par rapport à la valeur 1990. Et donc, je vais vous répondre à 4 questions. Le pacte vert est-il réaliste ? Est-il juste ? Est-il soutenable ? Et est-il utile ? Et puis, je vous poserai chaque fois la question. Alors, vous voyez déjà à peu près les réponses, mais bon, avec les 4I, mais cela étant. Première question, est-il réaliste ? Alors, à partir du graphe que je vous ai montré, c'est-à-dire que depuis
1990, on a baissé en Europe les émissions d'à peu près 30%. Et si on continuait sur le même trend, c'est-à-dire un trend d'environ 1,5% par an de réduction, on les réduirait à l'horizon 2030 de 40%. Pour passer aux 55%, il faut passer d'un rythme de réduction de 1,5% par an à 5% par an. Pour information, 5% par an, c'est à peu près ce qu'on a fait l'année du premier confinement. Donc, je vous demande, est-ce que c'est réaliste? Oui, alors un point important, c'est que l'objectif du Green Deal en 2019 était de 40%, puis les Verts ont trouvé que ce n'était pas suffisant, 40% c'est pas assez, donc on a décidé, on ne sait pas du tout pourquoi, de faire passer de 40 à 55%. Donc première question, le pacte vert est-il réaliste? Le deuxième, est-il juste? Alors là, on va comparer l'Allemagne et la France. On va prendre l'année 1990, où la France émettait déjà, grâce à son nucléaire, 2 fois moins que l'Allemagne, et on voit ici les émissions par habitant. Il y a également un point important, c'est qu'entre 1990 et 2022, la démographie a été le double en France par rapport à l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire qu'entre 1990 et 2022, il y a 6 millions d'Allemands supplémentaires, il y a 12 millions de Français. Donc, quand j'applique bêtement mes 55%, alors les chiffres ne sont pas exactement les mêmes pour tous les pays. La France, c'est 49 et l'Allemagne, 51, mais on va appliquer 55% par facilité. Ce qu'on voit, c'est que si on applique ça, on va demander à l'Allemagne de réduire ses émissions par habitant à 7 tonnes de CO2 par habitant, et à la France, elle est obligée de réduire à 3,5 par habitant. Pour information, les émissions du Burkina Faso, c'est 2,5 tonnes de CO2 par habitant. Question, le pacte vert européen est-il juste? Troisièmement, est-il soutenable d'un point de vue coût? Alors pour ça, on se réfère au fameux rapport Pisani-Ferry qui date d'il y a à peu près 1 an et qui chiffre le coût du pacte vert. Et c'est un document qui est reconnu comme à peu près correct. Et donc ce que dit Pisani-Ferry, c'est que par rapport à ce qu'on investit déjà, il faut rajouter 66 milliards d'euros par an, soit 2,2 de PIB, à ce qu'on investit déjà. Tout ça en 10 ans pour arriver à peu près en 2030 à la situation voulue de moins 55%. Alors d'abord, ça a un coût démentiel pour les ménages, on le voit ici, ça s'est évalué par IC4E. On estime à peu près que le coût du pacte vert, c'est 100 000 euros par ménage en France. 100 000 euros par ménage en France, c'est 2 années et demie de revenus du 9e décile, donc c'est-à-dire des Français les mieux payés, donc vous êtes à peu près entre 35 et 40 000 euros par an pour le ménage, donc ça fait presque 2 ans et demi. Et on voit que ici, donc c'est le montant des aides, ne suffit pas et qu'il y a un reste à payer énorme pour l'individu. Donc ce que dit Pisani-Ferry, c'est que tout ça est très cher, et d'autant que c'est très inefficace. Parce que, comme je vous l'ai dit, le business vert est en grande difficulté, donc ça veut dire que tous les équipements nécessaires à cette décarbonation devront, Pisani-Ferry dit entre 80 et 85%, être importés du sud-est asiatique. Donc que ce soit les panneaux solaires, les batteries, les éoliennes, les électrolyseurs et les pompes à chaleur. Et donc sa solution pour payer tout ça, c'est tout d'abord augmenter la dette d'à peu près 25%, sur un pays dont la dette est, on est combien, 110% à peu près aujourd'hui. Deuxièmement, incontestablement, c'est accepter un déficit exponentiel du commerce extérieur. Et troisièmement, il propose une ISF climatique. Alors c'est une ISF climatique d'1% par an sur 10 ans, mais payable en une fois. Et pour les patrimoines de plus de 400 000 euros. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a 1 million d'euros de patrimoine, on lui demandera instantanément de donner 100 000 euros, donc 10% de son patrimoine pour payer cette... Voilà. Alors, la gauche bien pensante y est favorable, bien évidemment. Donc, je vous dis, est-ce que le pacte européen est soutenable? Et finalement, est-il utile? Là, je reviens à peu près à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que globalement, voilà l'effet du pacte vert sur les émissions françaises, sur les émissions européennes, et voilà sur le reste du monde. Donc ce qui veut dire
que l'impact climatique, et Pisani-Ferry le reconnaît, est tout à fait insignifiant, et que donc il faut non pas considérer le pacte vert comme une décision climatique et technique, mais comme une décision purement morale. Et donc là, vous avez deux choix, montrer l'exemple ou se suicider sur l'autel de la vertu. Donc nous avons transformé le pacte vert en pacte des quatries, considérant qu'il est irréaliste, injuste, insoutenable et inutile. Et donc on va essayer de parler un petit peu de la France. Alors vous savez qu'il y a eu en France un discours fondateur en 2022, le 12 février 2022 du président, qui s'appelle le discours de Belfort, où le président a dit beaucoup de choses intéressantes, en disant tout le contraire de ce qu'il avait dit, mais tout en disant qu'il n'avait jamais dit le contraire de ce qu'il avait dit. Mais on a l'habitude. La première chose de ce discours, c'est quelle consommation d'énergie à l'horizon 2050. Et puis après, on va essayer de voir comment on peut ou pas la fournir. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la France, en énergie finale, consomme à peu près 1600 TWh d'énergie, dont 75% de thermique et 25% d'électricité. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on va faire les chiffres ronds à quelques pourcents près. D'ailleurs, en électricité, donc 25%, ça fait 400 TWh, on en produit 550. Quand ça va bien avec le nucléaire, on en exporte 150. Donc on est à peu près sur ce rythme-là. Et donc, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il veut réduire de 45% ces 1600 TWh à environ 900 TWh à l'horizon 2050. Et en fait, quand on a fait cette analyse, notamment avec la notion d'intensité énergétique à l'Institut Sapiens, je ne vais pas le détailler ici, mais on montre que cette réduction à 900 TWh est tout à fait incompatible avec une croissance économique minimum et surtout avec une volonté de réindustrialisation. Et donc, notre estimation, ça n'est pas 900, mais 1200 TWh, ce qui correspond quand même à une sobriété énergétique, donc à une réduction de la consommation d'environ 25% par rapport à aujourd'hui, et non pas 40% comme le proposait le président. Et donc c'est sur cette base de 1200 TWh qu'on a essayé de construire le futur mix électrique français, sachant qu'on peut à peu près dire qu'avec l'électrification des usages, on devrait inverser le mix, donc passer de 75% de thermique, 25% d'électricité, à un tiers thermique et 2 tiers électricité. Ça va, c'est clair? Alors, décarboner l'électricité, comment? On va passer source par source, donc c'est-à-dire que les 800 TWh d'électricité, est-ce qu'avec le discours de Belfort, on est capable de les faire ou pas? Alors évidemment, le discours de Belfort part de 900, et là, moi, je suis à 1200, donc j'ai un manque à produire de près de, donc sur les 300, de 200 TWh. Et donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est que finalement, le discours de Belfort a été construit à partir d'un mix qui a été créé, dont le résultat est les 900 TWh. Pour que ce soit décarboné, bien évidemment. Et donc, ce qu'on va voir, en fait, je vais vous le démontrer, c'est qu'il y a un manque de 200 TWh qui ne peut venir malheureusement que du gaz naturel. Alors, on va reprendre un petit peu toutes les sources. Donc, aujourd'hui, l'éolien onshore, on a à peu près 20 gigawatts d'éolien offshore. Il veut passer à 37 gigawatts, ça paraît. Quand c'est vert, c'est possible. Quand c'est rouge, c'est pas possible. Ou disons, on juge que c'est pas possible. Alors, indépendamment de toute considération sociétale. Donc, c'est-à-dire, on a regardé ça que sur un plan énergétique. Donc, ce que je veux dire, c'est que les oppositions éventuellement sociétales, d'esthétique, etc., ne sont pas prises ici en considération. On considère que sur le plan technique, on peut passer de 20 à 37 sans trop de problèmes. En matière d'éolien offshore, alors là, c'est du délire parce que donc le Belfort mise sur 45 gigas d'éolien offshore. Il faut savoir que Saint-Nazaire, c'est 500 mégas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut construire 90 Saint-Nazaire d'ici 2050, donc c'est-à-dire entre 3 et 4 par an. Et surtout,
Il faut savoir que sur le plateau continental français, on ne peut poser que 15 gigawatts. Donc ça veut dire que dans les cas, pour une question de, il est assez étroit, hein, le plateau continental. Donc ce sont des choses qui sont reconnues par EDF et RTE. Donc ça veut dire que sur les 45, il y en a 15 de posés et 30 de flottants. Or, c'est aujourd'hui que le flottant, d'abord, est très cher et pose encore un certain nombre de questions techniques. Sur le solaire, 100 gigawatts, ça nous paraît aussi... Donc là, on en a retenu 15. Et sur le solaire, les 100 gigawatts, on en a 10 aujourd'hui. La croissance ne paraît pas possible. La demande va être beaucoup trop forte et on ne fabrique pas suffisamment de panneaux solaires en Europe. Et donc, nous en avons quand même retenu 70 gigawatts. Pour le reste, on conserve, même on augmente un tout petit peu la capacité hydroélectrique de 28 gigawatts. Enfin, elle est de 26 et on l'a fait passer à 28. L'ancien nucléaire, important, beaucoup de réacteurs vont avoir plus de 60 ans et donc devoir être mis à l'arrêt. Et donc, sur les 52 ou 6, il y a 56 gigawatts aujourd'hui, il y en a 15 donc, de nucléaire historique qui seront encore efficaces, enfin efficaces ou disons en activité. On a considéré les 14 EPR, plus 4 gigawatts de Small Modular Reactor. Et quand je prends tout ça, donc le vert, hein, pas le rouge, et que je prends évidemment mes 800 TWh et non pas les 600 sur les 900 du gouvernement, j'arrive en fait à 600 TWh. Donc c'est-à-dire que le gouvernement avait pratiquement construit son plan pour produire les 600 TWh. Donc ça veut dire qu'on a d'abord décidé des 900, non, on a décidé des 900 par rapport aux capacités à décarboner. Bon. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de 200 TWh de gaz supplémentaires, donc c'est-à-dire 200 TWh électriques, donc ce qui veut dire avec un rendement, si on prend des turbines gaz-vapeur à 60% de rendement, ça va faire à peu près 330 TWh de gaz à trouver, à importer, avec un mix nucléaire renouvelable gaz qui est à peu près celui-là et qui est... Alors dans les renouvelables, j'inclus l'hydro, hein. Donc vous avez, c'est pas que l'intermittent, vous avez aussi l'hydro. Et donc ça veut dire que le gaz, ça fait 70 millions de tonnes de CO2 encore émis, donc on n'est pas totalement décarboné. Qu'on peut éventuellement capturer et séquestrer ou bien compenser en plantant des arbres. Mais tout ça, c'est pour vous dire comme message que je n'arrive pas à décarboner mes 800 TWh avec... même pas avec Belfort, mais avec un Belfort revu et raisonnable. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir combien faudrait-il d'EPR pour arriver à décarboner les 800 TWh. Et donc, il est ici, il faudrait 32 EPR au lieu de 14, donc c'est-à-dire 2 par an. Et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé récemment le PDG d'EDF, Luc Rémont, qui veut passer d'un réacteur par an qui correspond. Donc c'est un réacteur à partir dans une dizaine d'années, un par an dans une dizaine d'années, donc à partir de 2037, donc 14 ça nous mène à 2050, il en faut 28 voire 32 un tout petit peu après. Donc ce qui veut dire que EDF est bien conscient par cette volonté de Luc Rémont que après 2000, que pour décarboner, le rythme de construction des EPR, dont les 14 sont loin d'être acquis aujourd'hui, ne peuvent absolument pas. Bon, alors la difficulté du nucléaire, on le connaît, hein, c'est qu'on a perdu 20 ans qui vont être difficilement rattrapables, notamment pour des raisons de ressources humaines, avec un manque flagrant d'ingénieurs projets, de soudeurs et de tuyauteurs. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le gaz sera la variable d'ajustement du mix français. Et là, on a, avec mon collègue François Niemann, on a un petit peu un différent. Donc, là, je vous demanderai de réfléchir qu'il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'accepter le gaz dans l'électricité. La deuxième possibilité, c'est de retarder l'électrification des usages. Donc, c'est-à-dire de continuer, donc, par exemple, de différer le 2035 pour les voitures thermiques à beaucoup plus tard et continuer à dire, je ne fournis que de l'électricité décarbonée, donc il y a moins de voitures électriques et il y a moins de pompes à chaleur. Ce qui, d'un point de vue physique, est plutôt cohérent, parce qu'aller fabriquer de l'électricité au gaz
pour les injecter après dans des voitures, c'est pas très cohérent, mieux vaut brûler le gaz directement dans la voiture. Je pense, moi, que sur un plan politique, ce sera beaucoup plus facile de faire passer une électrification des usages, quitte à mettre du gaz dans l'électricité, que le contraire. Donc, c'est-à-dire aller dire, oui, on va accepter les voitures thermiques maintenant jusqu'en 2045 et les chaudières au gaz dans l'habitat, on va reporter, donc il y a un arrêt qui dit aujourd'hui 2028, voire 2030, plutôt 2035, 2040. Politiquement, c'est pas terrible, on va préférer dire, on a décarboné, regardez, il n'y a plus que des voitures plus que des voitures ou des voitures électriques à hydrogène, et puis des pompes à chaleur, et puis par derrière, on construira des centrales à gaz. Donc moi, personnellement, j'investirais dans la turbine à gaz aujourd'hui. Bien, tout ça pour dire qu'il faut continuer à développer les fossiles, et notamment le gaz. On voit ici l'évolution de l'électricité en Europe entre 2014 et 2021. On a fortement baissé la consommation de charbon, c'est une bonne chose. Baisser le nucléaire, notamment un petit peu en France, mais en Belgique et puis en Allemagne. Et puis, on le voit, la production de renouvelables a beaucoup augmenté, mais aussi la production de gaz, ce qui veut dire que le gaz est aujourd'hui devenu le meilleur ami des renouvelables. Bon, alors, pourquoi faut-il continuer à développer ? Bon, je laisserai presque Patrick Pouyanné répondre à cette question. Je vous rappelle qu'il y a deux moyens de réduire la consommation, soit par l'offre, soit par la demande. La demande, c'est très long parce que ça veut dire des changements de comportement. La baisser par l'offre, ça veut dire la baisser par les prix. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut arrêter tout développement fossile. Moi, je veux bien. Mais ça veut dire que si vous arrêtez, il faut savoir qu'un champ pétrolier perd à peu près entre 4 et 6% de sa production naturellement par an. Donc si vous arrêtez de développer des nouveaux champs, vous allez perdre 4 à 6% par an de production dans un marché qui est toujours en croissance d'1,5 à 2%. Donc ça veut dire en 2 ans un baril à $500, un litre d'essence à 5 € et 10 millions de gilets jaunes dans la rue. Voilà, donc on peut choisir. Là, je ne vais pas interférer. On est donc face à de très grandes incertitudes. Donc je vous en ai résumé tout ce qui est incertitude sur la transition énergétique qui font qu'en fait je ne crois plus du tout à la décarbonation, ou du moins je ne crois plus à la décarbonation au rythme où on nous le laisse entendre. Donc la première chose, c'est le fondamental, c'est la volonté légitime de développement des pays émergents. Il y a à ce sujet-là un truc assez incroyable, c'est que Xi Jinping a fait un discours lors de l'Assemblée des BRICS en septembre dernier. Dans son discours, il a prononcé 28 fois le mot développement et pas une seule fois le mot réchauffement climatique. Ça veut tout dire. Le deuxième, je vous l'ai dit, c'est l'équation démographique, qui est une équation impossible. Et d'ailleurs, c'est une équation qui est d'autant plus impossible que si vous faites des calculs, ce qui est évidemment politiquement incorrect, de réduction des naissances, donc que vous feriez passer aujourd'hui à peu près 80 millions de naissances nettes par an sur l'ensemble de la planète, faites passer à 40 millions, vous verrez que ça n'a qu'un effet dérisoire sur les émissions. Le problème, c'est le stock et ce n'est pas le flux. Et puis gérer le stock, là, je vous laisse le choix des armes. Troisième, c'est la logique de bloc. Donc la logique de bloc, encore une fois, on ne va pas du tout vers une décarbonation. Évidemment, une décarbonation mondiale a beaucoup plus de sens avec un monde multilatéraliste qu'avec une logique de bloc. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, la bulle verte qui explose est incontestablement un problème important. Ainsi que le poids de la dette, notamment des pays européens. On va en reparler dans ma dernière slide. Et puis, un point qui est également important, il faut savoir que le réchauffement climatique, il est logarithmique. Donc, c'est-à-dire que globalement, c'est les courbes du GIEC. On voit que plus on tarde, puisque c'est logarithmique pour des raisons de saturation d'atmosphère, moins la transition énergétique est efficace. Donc, c'est-à-dire que les tonnes de CO2 qu'on n'enverra pas dans l'atmosphère dans 20 ans auront beaucoup moins de valeur que celles qu'on n'enverrait pas maintenant. Tout ça pour vous dire que donc, moi, ma stratégie, elle est la suivante, c'est qu'il faut ralentir le rythme de décarbonation et investir massivement, et je vais vous en parler, dans l'adaptation. C'est-à-dire que globalement, on est face à un monde
qui évolue inexorablement vers 2,7 degrés. On peut continuer à décarboner, comme je vous ai dit, à sauter comme des cabris, mais on voit que ça n'a qu'un effet marginal, hein, notamment les pays de l'OCDE, ça n'a qu'un effet marginal. Et donc, si on continue à investir 95% dans l'atténuation, donc c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, et 5% dans l'adaptation, on risque de se retrouver dans 30 ans face à un réchauffement à 2,7 degrés, face auquel on ne s'est pas adapté. Et donc ça, c'est quand même relativement problématique. Donc je dirais qu'on est vraiment dans ce sujet-là face à une décision bénéfice-risque. Alors le principe de précaution, c'est de dire on décarbone à mort, et on ne s'adapte pas. Bon, alors il y en a certains qui disent à 2,7 degrés, on ne pourra pas s'adapter. Moi, j'y crois pas. Très sincèrement, quand vous regardez, je vous conseille de lire Sapiens et le climat, qui est un excellent bouquin, qui explique en fait toute l'histoire de Sapiens face au climat. Quand Sapiens est arrivé en Europe, donc c'est vers 40 000 ans avant Jésus-Christ, il a dû se poser la question, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Parce que pendant 20 000 ans, il a gelé à Bordeaux sans arrêt. Il faut savoir que le froid tue beaucoup plus que le chaud. Comment? La réponse de Planck, ça veut dire quoi? Comment? La réponse de Planck, ça veut dire quoi? Ah oui, alors la réponse de Planck, donc en fait, le réchauffement climatique, il est composé de deux parties. Il y a une partie directe, ce qu'on appelle la réponse de Planck, et ce qu'on appelle une partie indirecte, ce qu'on appelle les rétroactions climatiques. Donc c'est-à-dire que le CO2, en fait, il ne crée qu'à peu près la moitié, voire quand vous avancez vers la décarbonation, un tiers du réchauffement actuel. Et les 2 tiers suivants, c'est des rétroactions climatiques. Essentiellement, le réchauffement va augmenter la surface ou la densité de nuages qui elle-même est source d'émissions de gaz à effet de serre. Vous faites aussi fondre de la glace qui empêche la réflexion du rayonnement solaire. Et ces rétroactions climatiques sont d'ailleurs très incertaines, très mal calculées. C'est pour ça que vous avez des très grosses incertitudes sur les modèles climatiques à l'heure actuelle. Donc ce que je dis, c'est investir massivement dans l'adaptation. Alors je vais terminer par là quelques exemples. Il faut savoir qu'entre 1876 et 1878, à une époque où il n'y avait pas de CO2, il y a eu une sécheresse qui a fait 30 millions de morts sur la planète. Donc déjà un peu d'espoir, c'est qu'on se défend beaucoup mieux aujourd'hui, grâce évidemment à la technologie et à l'organisation de la société, qu'on ne le faisait il y a 150 ans. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite récemment par l'ONU et qui montre que les dégâts climatiques et les victimes climatiques ont été largement diminués par rapport à 1970. Les dégâts climatiques en proportion du PIB sont 2,5 fois moindres et on a à peu près divisé par 2 le nombre de victimes climatiques. Ça veut dire qu'on se défend de mieux en mieux. Évidemment, les catastrophistes, ils vont vous dire tout ça ne veut rien dire, dans 10 ans, la planète est éradiquée. Bon. Je veux bien, rien ne le démontre. Hein. Alors, s'adapter, c'est quoi? Vous avez en fait 2 types de problèmes en adaptation. La première, c'est tout ce qui concerne inondations, crues et tempêtes. Ça fait très peu de victimes humaines, hein, mais ça fait énormément de dégâts matériels. Et puis, vous avez au contraire les sécheresses, vagues de chaleur, c'est le contraire. Ça fait beaucoup de victimes humaines, mais ça fait très peu de dégâts matériels. Vous avez évidemment le stress hydrique, qui est une conséquence des sécheresses. Alors il faut aussi éviter de dire qu'il n'y a plus d'eau, il y en a toujours autant, rien ne se perd, rien ne se crée, elle est redistribuée d'une façon différente. Et donc ça veut dire que redistribuer l'eau pourra être, on va le voir, une grande cause nationale, mais dire il n'y a plus d'eau, non, c'est pas vrai. On voit bien aujourd'hui qu'il y a plus d'eau au nord et moins d'eau au sud, hein, le réchauffement climatique. Oui, c'est un point aussi important, c'est qu'il ne faut pas nécessairement confondre météo et climat. C'est 2 choses différentes, mais incontestablement, le réchauffement climatique a un impact sur les températures et les pressions, a aussi un impact sur les événements météo, c'est incontestable. Le dernier, c'est les feux de forêt. Peu de dégâts et de victimes, sauf exception, mais détruit en grande partie des puits carbone, et puis peut aussi faire assez peu de dégâts matériels, parce que finalement les feux de forêt sont arrêtés avant
que complètement, ou dans beaucoup de cas, avant d'incendier les maisons. Alors les feux de forêt, les sources des feux de forêt n'est pas le réchauffement climatique. Hein. La source des feux de forêt, dans 95% des cas, c'est des malveillances ou des négligences humaines. Cela étant, le réchauffement climatique asséchant les forêts est évidemment... on sait que quand on brûle du bois sec ou du bois humide, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Vous avez ici, donc, les inondations, c'est des digues, aménagement territoire, désartificialisation des sols, très important. Alors, c'est intéressant. À votre avis, quel est le pays le plus vulnérable en Europe aux inondations? La Hollande. Vous n'entendez jamais parler d'inondations en Hollande? Tout simplement parce qu'ils sont organisés. C'est la preuve qu'on peut se défendre. Si, il y a eu une digue qui a cédé en 1900, mais à l'heure actuelle, enfin, moi, personnellement, j'entends jamais parler d'inondation en Hollande. Pourtant, s'il y a bien des endroits... Bon, là, vous avez, par exemple, un aménagement ciblé des EHPAD avec de la climatisation. Et puis, au niveau du stress hydrique, deux grandes causes, hein. Un, l'aménagement agricole, donc c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, pour faire simple, les pois chiches poussent à Pau et les courgettes à Orléans. On commence à voir ça. Donc ce qui veut dire qu'il faut réadapter notre modèle agricole, non seulement en production, mais aussi en consommation. Parce que ça veut dire pas de foie gras au maïs à Noël. Voilà, donc il faudra peut-être substituer le foie gras au flanc de courgettes, mais bon. J'en suis mari parce que j'adore le foie gras, mais peu importe. Et puis, vous avez l'assainissement du réseau de distribution d'eau. Pour votre information, on perd 25% en fuite de l'eau distribuée en France, et c'est 70% en Italie. Donc, si vous voulez, je veux bien qu'on interdise les piscines, mais c'est une mesure très idéologique, c'est pas de là que ça vient. Voilà. Donc, ça veut dire assainir le réseau de distribution d'eau pourrait aussi être une grande cause nationale. Et puis, vous voyez prévention, pédagogie pour les feux de forêt. Voilà, ce rapport de l'ONU montre également que entre 1970 et 2020, 91% des victimes climatiques sont dans les pays émergents et 9% dans l'OCDE. Donc, ça veut dire globalement que la création de richesses reste notre meilleur atout pour se défendre contre le climat. Et donc je dirais pour résumer que ma philosophie, ça veut dire moins d'éoliennes et plus de canadair. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, je crois que ça a été passionnant. Ça apporte certaines de nos idées. Moi, ça fait trop longtemps que je dis que le problème des pays pauvres, c'est qu'ils ne veulent pas le rester. S'ils veulent rester, ça serait plus grave pour tout le monde, mais malheureusement, ils ne veulent pas. Je pense qu'il y a peut-être des questions, alors j'en ai déjà une ici. Bonjour. Bonjour, j'ai bien aimé votre exposé. Néanmoins, je pense que dans beaucoup d'hypothèses, vous faites une hypothèse continue, une évolution continue. Or, il peut y avoir des ruptures. Par exemple, je pense que il peut y avoir une baisse de la population qui, dans certaines statistiques, est significative et attendue dans une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et en plus, cette baisse de population, elle peut se produire comme au Japon ou en Pologne, dans des pays où l'impact pourrait être significatif quand même sur la consommation. Alors, il y a un autre oui. problème, c'est la question des accords de la population. Par exemple, vous dites si on applique le plan vert, je pense que ça va craquer. Ça s'est produit avec les agriculteurs quand même. Et donc ça peut aussi modifier l'évolution. Alors, pour la première question, là, pour l'instant, moi, j'utilise les données les plus officielles, c'est-à-dire le schéma médian de l'ONU. Bon, le schéma médian de l'ONU extrapole à peu près 10 milliards d'habitants en 2050 et 10,5 à 11 milliards en 2100. Il y a, c'est vrai, des schémas, mais qui sont moins utilisés pour l'instant, qui expliquent qu'à cause du vieillissement de la population, on pourrait notamment avoir... Bon, il y en a certains qui disent que le réchauffement climatique va créer des épidémies, etc. On se défend bien contre les épidémies.
On a quand même éradiqué en 2 ans l'épidémie du Covid. Cela étant, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile de faire des extrapolations. Donc c'est ce que j'ai dit, autant le constat actuel, bon, ça c'est sur des données actuelles qui sont incontestables. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'utilise Energy Institute, il m'a dit, c'est l'ancienne base de données de BP, donc ça n'a aucune valeur. Bon, alors, je veux bien, mais bon. Mais si vous voulez, sur l'extrapolation, oui. De même qu'on peut imaginer aujourd'hui que tout à coup, il y ait un monde qui redevienne multilatéraliste, que, comme vous dites, les pays émergents décident pour des raisons climatiques de ne plus se développer. Très sincèrement, les indicateurs, oui, donc voilà. Donc si vous voulez, quand vous faites on sait que la prospective, on se trompe souvent, donc moi j'essaye de faire de la prospective avec les données que j'ai le plus honnêtement possible, donc oui, je le reconnais. Pour la deuxième question, je suis tout à fait en phase avec vous. Quand j'explique que le pacte vert, c'est le pacte des 4 I, ça veut dire les quatre mots, ça veut bien dire que je suis d'accord avec vous, que si on continue à enfoncer le clou, il va finir par y avoir, on va finir par se retrouver avec 20 millions de gilets jaunes dans la rue. Je suis tout à fait d'accord avec vous, donc là, je n'ai rien à rajouter à ce que vous dites. C'est pas eux, c'est pas les gilets jaunes qui auront moins de 100 000 euros. Oui, mais généralement, les gens qui peuvent donner les 100 000 euros ne sont pas les premiers à descendre dans la rue. On va prendre une question Internet. Oui, bien sûr. Jean-Luc Diot qui demande, donc, 14 EPR avec l'expérience de Flamanville, est-ce réalisable? Deuxième question, existe-t-il des SMR plus avancés que des projets papier? Alors, 2 bonnes questions. Ce qui concerne les EPR d'abord, on peut quand même espérer que l'expérience de Flamanville, qui était une tête de série, ne va pas se représenter sur tous les EPR. Mais sa question est tout à fait légitime. Les 14 EPR restent pour moi hypothétiques, notamment à cause de la question des ressources humaines. Ça a été publié, il faut aujourd'hui 100 000 ingénieurs, enfin non, embaucher 100 000 personnes pour arriver à construire les 14 EPR, 200 000 si on veut en faire une trentaine. Et il faut savoir aujourd'hui que le nucléaire reste quand même ostracisé et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne veulent pas rentrer dans le nucléaire. Donc la question est tout à fait légitime. Bon, alors il faut quand même essayer d'y croire un petit peu, parce que sinon, j'ai déjà été très négatif, donc si vous voulez, si je mets 0 EPR, voilà. Mais la question des 14 EPR reste posée. Bon, alors il semble que, notamment, EDF ait eu l'autorisation de commencer les travaux de génie civil sans avoir l'autorisation finale de l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire. Et bon. En ce qui concerne les SMR, alors vous avez 2 grands projets de SMR en France, et vous en avez beaucoup dans le monde. Vous avez un projet qui est le projet Neward, voilà, je connaissais le deuxième. Alors donc le projet Neward, c'est quoi? C'est des réacteurs à eau pressurisée assez semblables à ceux existants aujourd'hui. D'ailleurs, les EPR ne sont que des réacteurs à eau pressurisée, hein. Point de vue technologique, c'est pareil. C'est simplement que c'est plus lourd, qu'il y a une protection plus épaisse, etc. Ils sont un peu plus puissants puisqu'on passe à 1,6 giga, mais bon. Et donc, il y a Neward, alors on est à 2 fois 150 mégawatts, donc ça reste quand même des SMR qui sont assez gros. Et qui fonctionnent donc avec les technologies on va dire, de 2e et 3e génération. Vous avez un deuxième qui s'appelle NAREA. Alors là, ce sont vraiment des micro-réacteurs nucléaires qui font 40 mégawatts. Ils tiennent dans un container de camion. Et là, c'est de la 4e génération, donc c'est de la surgénération. La surgénération avec, comment dirais-je, neutrons rapides et plutonium. Si je puis me permettre, oui. NAREA, c'est un des projets qui est issu de France 2030. Oui. Il y a actuellement 11 projets de réacteurs qui ont été validés par D'accord. dont NAREA, mais il y a aussi Jimmy Energy qui vient de déposer une autorisation. Aussi? Ah, d'accord. Il y en a 11. Voilà. Alors, j'ai rencontré le patron de NAREA, s'appelle Jean-Luc Alexandre. Je l'ai rencontré dans le cadre d'une réunion Sapiens récemment. Alors, lui prétend que si l'ASN, alors il faut le croire, hein, prétend que si l'ASN ne met pas trop de bâtons dans les roues, et notamment valide la technologie et non pas réacteur après réacteur,
Alors, parce que oui, ce qui est important à savoir, c'est que l'intérêt du SMR par rapport à l'EPR, c'est que vous passez d'un mode projet à un mode manufacturing. Ce qui est quand même... Alors, pour Nuard, c'est limite, hein, parce que ça reste quand même assez gros avec des gros travaux. Mais vous évitez les travaux de génie civil. Donc, globalement, vous fabriquez le réacteur nucléaire en usine, vous l'amenez, vous le posez sur une dalle de béton et vous le reliez. C'est comme ça que c'est présenté. Et donc, ce que dit Jean-Luc Alexandre, un petit peu plus, d'accord. Et donc, ce qui dit, et puis dernièrement, je parlais avec Yves Bréchet, et puis là, lui, il a dit c'est du fantasme complet. Donc, ce que dit Alexandre, c'est si j'ai l'autorisation, moi, en mode manufacturing, je suis capable de sortir un réacteur par jour. Sachant que... Il faut savoir qu'on sort... Vous connaissez le rythme de sortie des Airbus A380 ? C'est 1 tous les 2 jours. 320. 1 tous les 2 jours. Bon, donc... Mais Narea est sur une technologie qui n'existe pas aujourd'hui en France. Il existe un seul exemplaire dans le monde, c'est l'Académie des sciences chinoise qui vient de le démarrer, qui n'est pas vraiment une start-up. Hein, c'est l'Académie des sciences chinoise, c'est 100 000 personnes et puis un budget assez considérable. Et donc il va falloir qu'il valide sa technologie, qu'il fasse approuver par l'autorité de sûreté. Enfin, il y a encore du chemin. Bon, mais donc on est d'accord. Alors intéressant, je vous confiais. Juste avant de prendre ma retraite, j'ai vu Patrick Pouyanné pendant 1h30, il m'a reçu dans son bureau, qui a un foutoir complet. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais il y a un désordre là-dedans avec des piles un peu partout. Et je lui ai posé la question par rapport aux micro-réacteurs nucléaires. Alors lui, il ne croit pas du tout, pas tellement pour des raisons technologiques, mais pour des raisons sociétales. Puisqu'avec un réacteur comme Narea, on peut faire non seulement de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Et donc, ça serait même la destination première, c'est donc dans une grande barre d'immeuble, on met dans la cave un micro-réacteur nucléaire pour produire de la chaleur. Et donc, ce qu'il explique, attendez, je termine. Et donc, ce qu'il explique, c'est que sur un plan sociétal, mailler le territoire avec des micro-réacteurs nucléaires, il n'y croit pas du tout. Fin d'interprétation. Voilà, les applications de chaleur visent plutôt l'industrie aujourd'hui. Et oui. L'énergie qui vient de déposer une demande d'autorisation de construire et a un accord avec un groupe, je crois, sucrier en France, qui consomme énormément d'énergie et qui veut décarboner effectivement sa production d'énergie. Et ils sont en train de travailler sur ça. Mais c'est aussi une technologie qui n'existe pas et qu'il va falloir qu'ils développent. On peut peut-être passer à d'autres questions. Voilà. Une quantité de questions. Alors, ah bon? Une autre de la salle, avant de passer là, s'il y en a de la salle, c'est pas de la salle, on a une production sur Internet. Alors, réfléchissez, on passe sur Internet. Oh, réfléchissez pas, j'en ai beaucoup trop. Ah bon? Un réseau avec 80% de renouvelables, est-ce que c'est stable? Non. Clairement non. Alors oui, on peut y arriver, mais avec des dépenses... Alors, je ne suis pas un spécialiste réseau, donc là je répète un petit peu, peut-être que vous connaissez ça mieux que moi, mais disons que globalement, d'abord 80% de renouvelables, ça veut dire que derrière, si on veut de l'électricité à 100%, il faut absolument du pilotable aussi. Les batteries, oui, un petit peu, mais on ne fera pas 200 gigawatts de batterie, ça prendrait... Il y a toujours, en matière de renouvelables, un effet de taille, absolument. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est que la transition énergétique n'est pas fondamentalement un problème technologique, c'est un effet de mise à l'échelle. J'ai travaillé notamment sur des projets d'éoliennes pour lesquels je ne suis pas très fanat. Au bout de 15 ans, on change les pales. Ils ne sont pas biodégradables, on les fout où? Moi, j'ai vu des... Ah, on les enterre aux États-Unis. Non, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas l'écologie, c'est pas ça, c'est pas vers ça. Non, je suis d'accord. Le démantèlement des éoliennes, surtout s'il y en a énormément. Où ils ont les terres rares, au concours, qui c'est qui travaille dedans? Des enfants. Moi, je ne veux pas faire travailler des enfants. Moi, j'ai vécu en Afrique 17 ans, j'ai que des amis là-bas, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, et je trouve ça ahurissant qu'on vienne nous vendre. Ah, mais c'est bien, c'est... Moi, je roule en Harley Davidson et je fais du bruit, je roule du 98 et j'assume. Mais je ne demande pas aux enfants de faire payer ma montre. Bravo. Mais sur ce sujet, que je puisse quand même répondre à monsieur, on vient de publier un article, c'est assez d'actualité, sur le nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors, une situation absolument dantesque. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le nickel en Nouvelle-Calédonie, donc le prix du nickel s'est complètement effondré. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement à cause de l'Indonésie, qui a multiplié par 10 sa production en moins de 10 ans, complètement financée par les Chinois et qui ont inondé
le monde de nickel et qui font faire faillite parce qu'en plus les prix d'extraction en Indonésie sont assez faibles. On a sorti les courbes, c'est effarant. Voilà. Et donc le problème des terres rares est aujourd'hui, le marché des terres rares est détenu à 85% par la Chine. Alors, l'Allemagne, fort heureusement, est en train de déconstruire des éoliennes pour agrandir les mines de lignite. Parce qu'ils ont plus besoin de... Autre question? Stratégie de la Chine, Oui. qui fait pas vraiment même partie du groupe, peut-être aussi... Alors, stratégie de la Chine, c'est... La Chine est à la fois le pays qui produit le plus d'équipements décarbonés et d'équipements carbonés au monde. Donc la Chine est incontestablement le leader en termes d'éoliennes et en termes de panneaux solaires, mais c'est aussi le leader en termes de charbon. Il faut savoir qu'en 2022, ouvrait en Chine 2 gigawatts de charbon par semaine, donc c'est-à-dire une centaine de gigawatts sur l'année, donc l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires au charbon. Quand on cumule, il y a un article qui vient de sortir là-dessus, d'ici 2027-2028, la quantité de charbon, enfin d'électricité charbonnière que va produire l'Indonésie, l'Inde, encore la Chine, le Vietnam aujourd'hui qui veut essayer de se développer, ce que je veux dire, on le voit. D'ailleurs, on bat les records de consommation de pétrole, mais aussi de charbon après année, et ça va continuer. Voilà. Alors, je veux bien que tout à coup, grâce au pacte vert et à l'exemple qu'on montre, les Chinois, les Indonésiens, les Indiens et les Vietnamiens vont dire on arrête tout. Moi, je suis dubitatif. La Chine construit 6 Comment réacteurs nucléaires par an aujourd'hui. Mais compte tenu du développement, malgré ces 6 réacteurs nucléaires par an, on n'arrive pas à inverser la tendance. Elle avait une économie qui est en 2000. Voilà. Moi, je dirais à Madame Toussaint que 80% sur le charbon et qui est en train de passer tout doucement à autre chose. Je dirais à Madame Toussaint que plutôt d'aller manifester à la sortie de l'Assemblée totale, elle devrait aller manifester avec ses copains sur la place Tiananmen. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit autorisée. D'autres questions? Ah bon, allez-y, allez, on y va. On va essayer d'être... Non, attendez, alors, on va essayer d'être bref sur les questions. Très bien. Alors, Denis Le Marchal qui demande, pour la génération électrique avec du gaz, pensez-vous que la solution captation de CO2 ne fonctionne pas? Si, la captation de CO2 fonctionne bien. Je l'ai marqué sur ma slide. J'ai marqué sur ma slide que les 70 millions de tonnes de CO2 résiduels pouvaient être captés et réinjectés à la sortie des centrales. Si, ça marche. On est encore face à une question de volume. Le CCUS, tu ne me contrediras pas, c'est quelque chose qui, d'un point de vue technologique, ça marche. Le tout, c'est de passer de 40 millions de tonnes aujourd'hui à 10 milliards de tonnes de ce que donne l'AIE sur son net zero emission. Encore un effet de taille. Passer de 40 millions à 10 milliards... moi, j'ai du mal à y croire d'ici 2050. Voilà, c'est tout. Comment? Bon, alors là, ça devient un autre débat. Oui, alors on peut planter. Oui, alors, tiens, planter. J'avais fait le calcul, justement, donc ce qu'on appelle la bioséquestration, donc les arbres. Vous dites on peut planter des arbres. Mais en fait, aujourd'hui, la France a un peu moins de 400 millions de tonnes d'émissions par an. Si vous voulez les absorber, il faut planter 8 milliards d'arbres sur environ 20 ans. Donc, c'est-à-dire, chaque Français doit planter aujourd'hui 150 arbres. Vous voyez, vous êtes face à un effet. Un arbre, ça absorbe entre 30 et 50 kilos de carbone par an. Voilà. Et vous n'avez pas la surface, donc vous avez un effet de taille absolument démentiel. Oui. Ensuite, Pierre-Raymond qui demande, les mesures d'économie d'énergie sur l'habitat sont-elles efficaces au vu du coût? Non. Alors, modus vivendi, on a publié pas mal de choses sur le site de l'Institut Sapiens là-dessus. Il peut aller regarder, là, à la fin de l'année dernière. En fait, ça peut être efficace quand vous avez une passoire énergétique que vous faites passer dans un coefficient médian. Donc, c'est-à-dire, vous connaissez la grille énergétique de A jusqu'à E. Donc, si vous voulez faire du E ou du G à A, alors là, c'est d'un point de vue économique, il faut 2 siècles pour vous rembourser l'investissement. Par contre, si vous faites passer du G en D,
là, ça devient raisonnable. Alors, pour expliquer, dans les 66 milliards de Pisani-Ferry, il y en a 55 qui sont dédiés à l'isolation de l'habitat, donc pour dire que ça coûte une fortune. Et quand on ramène ça à la tonne de carbone épargnée, on est à 1 000 € la tonne. Voilà. Donc, la réponse est claire. Mais est-ce que Oui, André. est-ce que les politiques se sont donné une méthode justement pour donner les bonnes priorités en termes d'efficacité? Est-ce que tu fais une merit curve Je n'ai pas l'impression. sur le coût d'évitement et ça te donne une bonne idée C'est-à-dire qu'il y a, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui une espèce de doxa qui prétend que si on ne décarbone pas à 100% en Europe d'ici 2030, non, 55% en 2030, les Verts veulent 90% en 2040 maintenant, hein, c'est ce qu'ils ont. D'ailleurs, ils en parlent au niveau européen, au niveau de Madame van der Leyen. On va dans le mur et c'est la fin du monde. Bon, j'y crois pas. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est de dire que je pense qu'un monde à 2,7 degrés est tout à fait adaptable. Encore faut-il pouvoir s'adapter. Mais bon, là encore une fois, là ça devient très prospectif. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je voudrais parler parce que 2,7 degrés, c'est rien. Moi, j'ai travaillé dans le désert algérien, il faisait plus 54 degrés à l'ombre. Et le seul truc qui était à l'ombre, c'était le thermomètre. Et j'ai travaillé en Europe de l'Est, il faisait moins 30, et j'ai survécu. Oui, on est d'accord, mais ce n'est pas exactement le même problème parce que le réchauffement global crée un certain nombre de problèmes, comme notamment la fonte des glaces et la montée des eaux, qui peuvent induire, par exemple, des grands déplacements de population. Voilà. Alors, il y a une courbe qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Vous pouvez aller voir, c'est d'un démographe qui s'appelle Jean-Noël Biraben qui a publié en 1979 l'évolution de la population dans le monde et depuis le paléolithique. Et il montre en fait que les sauts technologiques créent beaucoup de population et que les aléas climatiques sont du deuxième ordre par rapport aux sauts technologiques. Donc, si vous voulez... effectivement, les aléas climatiques peuvent tuer quelques dizaines de millions de morts, mais pas 8 milliards et même 2 milliards et détruire la population. C'est pas possible. Pierre Raymond, toujours, qui demande: la stratégie chinoise de réduction des émissions de CO2 repose en grande partie sur un parc photovoltaïque très important. Effet d'affichage ou réalité? Non, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le problème de la Chine, c'est qu'ils ont une augmentation exponentielle de leur consommation d'électricité. Et donc, ils construisent plus que tout autre beaucoup d'éoliennes et beaucoup de panneaux solaires. Ils sont pas loin d'1 terawatt maintenant sur la somme des deux. Donc, c'est-à-dire les deux tiers à peu près mondial des renouvelables sont en Chine. Mais parallèlement, ils développent encore plus de charbon. Donc, ce qui veut dire qu'ils décarbonent. Enfin, il carbone un peu moins qu'il ne ferait oui, il carbone, il ne décarbone pas, mais il ne décarbone pas. Donc la stratégie est claire, c'est qu'on fait d'abord passer le développement, on essaye de décarboner autant que possible, mais... Alors il décarbone aussi, non pas seulement pour le CO2, mais pour les pollutions dans les villes qui sont générées par les centrales à charbon. Quand j'étais en Chine, il y a une dizaine d'années, la Chine mettait en service par an l'équivalent du parc électrique français. Tous les ans, rajouter sur le réseau l'équivalent du parc électrique français. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est 100 gigawatts. Vous vous rendez compte, 100 gigawatts de charbon en un an? C'est démentiel. Ils essayent de développer autre chose, mais voilà. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation internationale va amener un retour du protectionnisme, notamment par rapport à la question de la Chine, l'importation massive? Vouloir le protectionnisme, c'est bien, le tout c'est d'en avoir les moyens. Les États-Unis le font. Oui, mais nous ne sommes pas je crois que vous parliez de l'Europe. Oui, les États-Unis en ont tout à fait les moyens. On voit aujourd'hui que... Vous voyez que le seul constructeur de panneaux solaires, je ne sais plus comment la société, c'est pas Solasys, quelque chose comme ça, qui a fait faillite il y a 2 mois, pour une raison de coût du travail, de charges, etc. Donc là, ça dépasse largement le réchauffement climatique. On sait qu'il y a un problème de coût du travail en Europe et spécialement en France pour des raisons X ou Y. Je vous conseille sur ce sujet-là de lire le dernier article de Jérôme Fourquet dans Le Monde, absolument génial, qui explique comment on est passé
d'un monde où la production payait la consommation à un monde où la dette paye la consommation. Ce qu'il appelle du stato-consumérisme. Bon, on va essayer de prendre encore une ou deux questions Oui. sur Internet, et puis après on continuera en ayant boire, et ceux qui sont Absolument. à distance vont chez eux. Hein, c'est Ok. Donc il y a Jean-Michel Devezac qui demande, dans un monde global, comment accompagner les émergents dans leur développement sans trop pénaliser le climat? C'est la première question. Et ensuite, SMR à la place de leur centrale à charbon ou fioul modulo, la gestion du risque de prolifération du nucléaire. Troisième question, accès à des technologies sobres pour décarboner des usages eux-mêmes en croissance. Une personne, 3 questions. Alors, C'est à vous. la première question, c'était sur... Excusez-moi. Exactement. Sans trop pénaliser le climat. Alors, accompagner les émergents. Là, il faut lire les travaux de Nicolas Stern. Nicolas Stern estime que pour accompagner les émergents dans leur décarbonation, ça devrait nécessiter un transfert de 2,5 téradollars par an de l'OCDE vers les émergents. D'accord ? 2,5 téradollars par an, c'est 4% du PIB de l'OCDE, avec une croissance aujourd'hui atone de 1,5%. Bon, donc est-ce que l'OCDE accepterait une récession structurelle pour financer la transition énergétique des émergents? La réponse est non. Quand on parle des émergents, il y a la Chine et l'Inde, est-ce que c'est encore des émergents? Très bonne question. C'est plus des émergents en fait. Hein. Très bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai suivi parce que OCDE qui sont quand même, disons, l'OCDE a le mérite d'être des pays plutôt démocratiques ou bien qu'il y ait quand même des émergents, je sais pas, comme l'Argentine ou le Brésil ou le Chili. Le Chili fait partie de Chili-Mexique fait partie de l'OCDE. Alors c'est une bonne question qu'on m'a déjà posée. Donc c'est-à-dire de dire que maintenant, si vous prenez encore une fois, aucun pays émergent au sens où je l'entends n'atteint les 30 mégawattheures par habitant. Donc ça peut être un bon critère plutôt que de parler OCDE émergent. Alors que tous les OCDE sont au-dessus. Deux dernières questions Internet. Vous avez parlé de l'adaptation. Oui. C'était a priori le chemin de la sagesse, comme vous l'avez évoqué, enfin du réalisme. C'est ce que je pense. Du réalisme. Pour l'OCDE, on voit que c'est possible, on prend les moyens, enfin les pays s'adaptent. On voit clairement que pour les pays émergents, ce ne sera pas le cas. Donc il y aura de plus en plus de catastrophes auxquelles ces pays émergents seront confrontés. Quel est le taux d'acceptabilité jusqu'au moment où ces pays vont subir des catastrophes écologiques de plus en plus terribles? Avec des vagues migratoires qui risquent de... Non, mais presque après. C'est-à-dire que la population va se retourner contre les gouvernants en exigeant eux-mêmes que leur propre... Je parle de la Chine, on évoque la Chine surtout. Oui, mais la Chine, ça va pas, ils ne vont pas se retourner contre eux-mêmes. Hein. Oui, mais jusque le seul tolérance, on va arriver à un moment C'est à la limite, l'Inde peut avoir le problème, mais pas la Chine. Hein. On a bien vu comment ils ont géré le Covid hein, à la fin. Non, mais Alors c'est ce que je... À un moment, la population va se retourner, il y a une prise de conscience, il y a bien un moment, les politiques, les gouvernants vont devoir agir. C'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça que je suis un grand adversaire de ce qu'on appelle la décroissance. C'est-à-dire que globalement, comme je vous ai dit, là, j'ai un exemple parce que finalement, l'exemple typique. L'an dernier, vous savez qu'il y a eu des incendies périméditerranéens. D'accord ? Et il y a eu 40 morts sur ces incendies périméditerranéens. 37 en Algérie et 3 en Europe. Tout simplement parce que les Algériens n'ont pas de moyens de défense contre le feu. On voyait des images avec des enfants qui agitaient des branchages pour... Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, la création de richesse, moi je considère, je suis désolé, alors bon, je me ferai allumer là-dessus, mais peu importe, reste la meilleure façon de nous défendre et de réaliser le bon. Un Canadair, ça marche mieux qu'un branchage, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et puis un Canadair, ça coûte beaucoup plus cher qu'un branchage. Donc ça veut dire que globalement, vous avez tout à fait raison, et on le voit. Je vous ai montré que durant les années 1970 aujourd'hui, 92% des victimes climatiques se situent dans les pays émergents. Donc ça continuera. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas pour autant qu'ils se révoltent. Surtout, question Internet, il faut Oui. qu'on termine les questions Monsieur, Internet. là-bas. Non, mais on termine d'abord Internet et puis après on vous prendra. Et... Allez. C'est juste une dernière. Allez. Alors, Lionel Demoulin.
2,7 degrés en 2050. Qu'en est-il de 2100? Non, c'est 2000, j'ai dit 2050, c'est 2100, hein, 2,7 degrés. Excusez-moi. C'est parce que c'est ma courbe va jusque 2050. Les extrapolations, ils montrent la courbe 2050, mais c'est de même que les accords de Paris, c'est 1,5 degré, voire 2 degrés en 2100. Donc j'ai fait une erreur en parlant, excusez-moi. Et, donc, du coup, la suite de la Et on n'a pas d'extrapolation au-delà de 2100 dans les modèles climatiques. Peut-on espérer une survie de l'espèce humaine pour quelques siècles encore? Oui, Oui, très bien. Combien, on ne sait pas. elle dit. Ce que je peux vous dire, c'est que dans 1 milliard d'années, le Soleil commencera à décliner. Et donc là, à mon avis, parce que le Soleil, il joue un rôle sur le climat, hein, quand même. Non, ma question, c'est que le monde est, comment dirais-je, la pollution est globale. C'est-à-dire qu'une pollution émise, je dirais, en Russie, arrive facilement en France ou aux États-Unis. Donc je ne comprends pas comment on va résoudre le problème de lutte contre le changement climatique. Mais c'est bien tout ce que je... En fait, je veux dire, à partir de l'Europe, c'est comme si les pays émergents, là, particulièrement l'Afrique, je ne vois pas, tant qu'il n'y a pas d'action, qu'on n'envisage pas faire cette lutte contre le changement climatique aussi là-bas. Je ne vois pas comment la résolution de ce problème au niveau tout simplement des pays développés va... On est tout à fait d'accord, et c'est là... Et la deuxième partie de ma question, c'est que, heureusement, le pays émergent, particulièrement l'Afrique, a de quoi répondre pour la lutte contre le changement climatique. Autrement dit, le développement propre. Puisque quand on parle comment dirais-je, des photovoltaïques et autres, il y a le problème d'ensoleillement. Or, en Afrique, il y a le soleil. L'énergie est là. Il faut seulement la prendre. Ça veut dire qu'on peut investir très peu, avec un très grand rendement pour avoir des énergies propres en Afrique. Et à ce moment-là, diminuer les énergies fossiles et l'utilisation des énergies fossiles. Donc, tant qu'on ne peut pas envisager une lutte, en fait, les méthodes de lutte contre le changement climatique en intégrant là où la production électrique peut coûter moins cher, ça me donnerait qu'on arrive à résoudre ce problème. Alors tout à fait d'accord avec vous. Le premier point, c'est ce que je vous ai développé, c'est-à-dire que la décarbonation, l'atténuation, elle est mondiale, et si tout le monde ne s'y met pas et qu'il n'y a qu'une petite partie de la population qui s'y met, on le voit, ça ne sert à rien. L'adaptation, au contraire, elle est territoriale. La France peut décider de s'adapter, pas l'Allemagne et pas la Belgique. C'est tout à fait possible. Donc, c'est-à-dire, il y a un gros avantage sur l'adaptation par rapport à l'atténuation, c'est que c'est territorial. Sur votre deuxième question, oui, c'est une évidence, hein, c'est que le photovoltaïque est très adapté à l'Afrique. D'ailleurs, il y a mon collègue liégeois Damien Ernst, qui est à Liège, qui propose, lui, alors un modèle global avec... dans le Sahara, pratiquement 1 million de kilomètres carrés de panneaux solaires pour fabriquer de l'hydrogène, capter du CO2, fabriquer des carburants verts et distribuer ça dans toute la planète. Et là, vous avez une société fossile verte. Bon, alors il faut y croire parce que vous avez un effet de taille, hein, quand même. Mais... Autrement dit, si on revient même au début, là, l'Afrique a le droit de se développer aussi. Mais je l'ai répété au moins 5 fois. Reconnaissez-le. Les effets du changement climatique, on a intérêt à faire de l'électricité verte. À savoir, il y a même des choses très simples. L'histoire de, comment dirais-je, de chauffe au soleil sur les toitures, qui peut faire qu'on n'ait pas besoin d'autres sources d'énergie, rien que le soleil. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire pour que l'Afrique amorce un petit développement sans forcément continuer sur la voie de carbonisation. Voilà. Bon, je vous propose de continuer à discuter autour d'un verre maintenant, donc nous remercions encore.